voilà, je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait, puis vous parler un petit peu de la manière dont on aborde le contenu. Golden Moustache, en fait, c'est à la fois un média et une société de production. On est un média parce qu'on a un site internet, on diffuse des contenus sur notre site, sur plusieurs plateformes. En l'occurrence, on a 4 millions de visiteurs uniques, on fait une vingtaine de millions de vues de vidéos par mois. Et on est surtout une société de production. On produit des contenus pour nous-mêmes déjà. On produit des contenus beaucoup pour les agences de publicité, pour les annonceurs. De plus en plus de campagnes digitales, produits pour la télévision. On est en train de se lancer dans le cinéma et puis on s'est diversifié récemment dans l'événementiel et bientôt dans le e-commerce. Voilà, c'est pour présenter rapidement ce qu'on fait. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui assez rapidement, c'est la manière dont on aborde le contenu et la vidéo en particulier sur le digital. Parce qu'il y a 3 ans, quand on a lancé notre business, moi je me souviens les premiers business plans qu'on avait fait, on espérait faire 10, 15, 20 000 vues par vidéo à peu près. Et puis, dès les premières semaines, on a assisté à des résultats qui étaient beaucoup plus spectaculaires que ça. Et donc, on a essayé de rationaliser un petit peu la méthodologie qu'on avait adoptée, d'en tirer des enseignements. Alors, ce n'est pas des vérités absolues, mais on a trouvé en tout cas 3 principes qu'on garde en tête en fait, quand on aborde le contenu, que ce soit pour nous ou pour des annonceurs, et qui sont les suivants. En fait, on a 3 idées qui nous guident. La première, en fait, c'est qu'on essaie toujours de se mettre en contexte par rapport au format qui est celui du web, comment les gens trouvent nos contenus et comment ils les consomment. La deuxième, c'est la manière dont on va traiter la communauté, qu'on oppose un petit peu à l'audience, par exemple, en télévision. Et enfin, on se pose toujours la question, quand on fabrique un contenu et qu'on le diffuse, de savoir s'il est potentiellement viral ou pas, du moins s'il va se partager. Donc si je parle du premier point assez vite, nous, on se dit qu'on essaie toujours de penser aux gens qui vont découvrir nos contenus en se demandant comment ils vont les regarder dans quel contexte. Et c'est vrai que par exemple sur YouTube, je crois que la vidéo sur le mobile, ça doit être 40% à peu près de la consommation de contenu sur YouTube. Donc si on oppose différentes expériences de consommation du contenu, nous on se dit qu'on est quasiment l'expérience la plus pauvre de découverte d'un contenu. Si par exemple je l'oppose à l'expérience que vous avez quand vous décidez d'aller consommer d'autres produits culturels, comme l'opéra par exemple, où vous prenez votre place très en amont, ça coûte cher, c'est une vraie décision, vous vous déplacez, vous réservez votre soirée, vous vous installez dans la salle, vous êtes très réceptif au contenu que vous allez voir, alors que nous, à l'inverse, les gens nous découvrent sur leur mobile, parfois en attendant le bus, parce qu'un copain dit tiens, regarde, c'est marrant ce truc-là. Et donc, l'enseignement de tout ça, pour nous, c'est de se dire on a intérêt à être extrêmement catchy dès le départ, dès les premières secondes, parce qu'on a très très peu de temps pour convaincre. Et quand je dis ça, c'est même avant même le contenu lui-même. Quand on réfléchit à un contenu, on réfléchit au titre, on réfléchit à la vignette, à la manière dont les gens vont regarder les différents contenus sur leur mobile, les screener et se dire pourquoi je cliquerais sur ce truc-là plutôt qu'un autre. Et ça paraît anecdotique, mais je ne sais pas si vous avez vu récemment l'étude qui a été publiée sur les différentes vignettes, la manière dont Netflix aborde ça. Ils se sont aperçus, en fait, vous savez, ils bêta-testent souvent leurs titres ou même leurs vignettes de présentation. Par exemple, que s'ils mettaient moins de personnages sur la vignette, les gens cliquaient plus, que s'il y avait plus de personnages méchants sur la vignette d'un contenu, les gens préféraient cliquer dessus parce que c'était plus intriguant, etc., etc. Donc c'est le genre de questions qu'on se pose. Le titre, la vignette, et puis au-delà de ça, les premières secondes. Vous savez, on a tous le réflexe quand on regarde une vidéo sur YouTube de placer son curseur pour voir la durée totale de la vidéo. Et on se dit que le temps sur YouTube n'est pas tout à fait le même temps que celui qu'on a sur d'autres médias. Par exemple, plus de 3 minutes sur YouTube, ça paraît une éternité, alors que si vous allez au théâtre voir, je sais pas, le Soulier de satin de Claudel par exemple, vous dites bon, 5 heures, ça me paraît pas si long que ça en fin de compte. Nous on se dit que 3 minutes, si on n'a pas quelque chose de très très puissant ou de très catchy à raconter dès le départ, on a peur de perdre les gens assez vite. Et je ne sais pas si on vous en a parlé aujourd'hui, les gens de YouTube, mais l'algorithme de YouTube sanctionne ce genre de choses. C'est-à-dire que si votre contenu n'est pas vu intégralement, si les gens partent assez vite, c'est un élément d'information pour YouTube qui du coup va déclasser votre contenu. Donc on se dit, voilà, on a quelques secondes, peut-être 5 secondes pour convaincre. Et c'est vrai que par exemple, si on fait une publicité, si on devait faire une pub pour une voiture, nous, on ne commencerait pas probablement la pub pour la voiture en montrant une voiture en train de serpenter dans un volcan en plan très large comme ça en Écosse, parce que pour les gens en fait, qui regardent ça, il y a marqué en bas de l'écran, vous pouvez skipper cette publicité dans 5, 4, 3, 2, une seconde, et du coup on se dit c'est du temps de perdu en fait pour convaincre. Donc on va effectivement on essaie d'aller à l'essentiel.
de donner le concept le plus vite possible et de donner une raison d'aller jusqu'au bout de la vidéo. Et c'est vrai que si vous regardez la plupart des contenus qui cartonnent sur YouTube, que ce soit à l'étranger ou en France, en fait, vous pourrez constater que le rythme de narration est extrêmement rapide. C'est pas tellement la vitesse à laquelle les gens parlent ou la vitesse du montage, c'est même la manière dont l'information est racontée en fait. Je ne sais pas si on aura le temps de vous montrer, on a prévu de montrer 1 minute d'une vidéo tout à l'heure qui va assez vite, mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'au moment où une idée est exprimée sur YouTube, en général, on cut et on passe à autre chose. Et même si vous prenez ceux qui sont les stars de YouTube en France, Norman et Cyprien, c'est un ton qui est assez cool quand ils parlent, mais en réalité c'est très cut, c'est-à-dire qu'une fois que la blague est faite, bam, on passe à autre chose immédiatement. Partant du principe que si quelqu'un n'a pas compris la blague ou a envie de la revoir, il peut toujours revenir en arrière, ce qui n'est pas le cas en télévision. Et nous, c'est une expérience qui nous a frappé, c'est-à-dire que la première fois qu'on a produit des contenus pour la télévision, on nous a dit, écoutez, c'est sympa votre truc, c'est marrant, mais c'est juste qu'on ne comprend rien à ce que vous faites. Juste essayez de ralentir, et puis vous allez annoncer la blague, vous allez faire la blague, revenir sur la blague, revenir sur la blague et annoncer la suivante. On nous disait, en fait, ça sert à rien, parce que les gens ont compris. Ils disaient, non, prenez le temps de raconter une histoire et tout. Et c'est le genre de choses qu'on ne ferait pas du tout sur le web. Donc ça, c'était mon premier point, c'est que le rythme est fondamental. Et c'est probablement peut-être le critère le plus définissant d'un contenu sur YouTube. Le deuxième point, c'est si j'oppose ça aussi à la télévision, c'est qu'en télé, on raisonne beaucoup, quand on produit pour la télé, en termes d'audience, en essayant d'être le plus large possible, d'être fédérateur, ça réunir la famille sur le canapé, avoir un propos compréhensible par tout le monde. Sur le web, on va plutôt tendance à raisonner à l'inverse, en se disant que les gens qui s'intéressent au contenu qu'on produit, si c'est bien fait, ils vont nous trouver. Et donc, à l'inverse, plus on est précis, plus on est niche, plus on a une chance en fait d'exister, de commencer à émerger. Je me souviens, on avait rencontré la patronne des contenus de YouTube qui, avant ça, s'occupait des contenus sur Netflix, et elle nous disait en fait la découverte qu'on avait fait chez Netflix, c'est que le contenu niche, pris sur une échelle globale, ça devient potentiellement un contenu de masse. Et c'est vrai que si on regarde la liste du line-up de Netflix là récemment, c'est assez impressionnant de voir les choix éditoriaux qu'ils font, qui sont des choix, moi personnellement je trouvais excellents, mais qui sont incroyablement précis, c'est des choix qui sont segmentants. Et d'une certaine manière, si on repense nous-mêmes aux shows qui nous ont marqués sur la télévision ces dernières années, si on prend l'exemple des séries, les séries qui ont eu le plus de succès, il y a une vingtaine d'années, c'était des shows assez fédérateurs comme CSI, et aujourd'hui on parle de Mad Men, de Game of Thrones, de Breaking Bad, qui sont en fin de compte des concepts qui ont énormément d'aspérité, qui ont une personnalité très forte. Et ça, c'était le point que je voulais faire, c'était de dire en fait, avant tout, vous parlez à une communauté, et une communauté, elle va se définir par rapport à votre marque. Alors, les gens réagissent différemment par rapport à une marque. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui s'en fichent un peu, il y en a qui détestent violemment votre marque, et puis il y en a qui adorent votre marque. Et le gros avantage sur le web, nous, ce qu'on a découvert ces dernières années, c'est qu'on a les outils statistiques, data, qui nous permettent en fait d'identifier ces gens qui sont les, je ne sais pas si c'est 1% ou 5% de hardcore fans, mais l'intérêt de pouvoir les identifier et de les contacter, c'est qu'une fois que vous avez réussi à créer un lien avec ces gens-là, ça devient vos ambassadeurs. Et c'est vrai que le principe qu'on essaie d'appliquer, mais qui n'est pas évident, c'est de se dire, on essaie de créer une conversation, c'est-à-dire qu'on parle une première fois, les gens nous répondent, on essaie de leur répondre à nouveau, ils nous reparlent, et puis là où ça peut devenir vraiment intéressant, c'est quand votre communauté commence à parler entre elles, en fait. Quand il y a du user-generated content qui se met à se créer. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, nous on se dit, en fait, une vidéo sur YouTube, un contenu sur YouTube, c'est non seulement le contenu qu'on poste, mais c'est aussi la réaction des gens et les commentaires que ça peut entraîner. Et souvent, on a été frappé, nous, par le nombre de commentaires que peut générer un contenu. Et donc, on se dit, en fait, est-ce que quand on parle à notre communauté, on leur donne des éléments qui vont pouvoir susciter une discussion. Et plus on arrive à nourrir cette discussion avec une communauté, plus naturellement l'audience se développe et le contenu commence à se partager. Je rentrerai bien dans le détail de ça, mais j'ai assez peu de temps pour détailler ça. Je vous donner juste un exemple qui était assez frappant l'année dernière. Moi, j'ai trouvé, c'est au moment où ils ont lancé le dernier Star Wars. Ils ont fait un premier trailer, je ne sais pas si vous l'avez en tête, qui est une succession assez rapide. Je crois qu'il y a 5-6 plans. Chacun des plans, en fait, est fait pour susciter une conversation auprès de la communauté des fans hardcore de Star Wars. Moi, je faisais partie. Ils ont glosé pendant des heures sur un sabre laser avec une sorte de croix comme ça. Et ce qui est amusant, c'est que les gens disaient oui, mais c'est anecdotique, on s'en fiche. C'est peut-être anecdotique, mais c'est ça qui fait que les gens en parlent et que c'est ça qui nous rend la conversation. On a déjà plus de temps ? Non. Donc je vais aller vite vers mon dernier point. Mais enfin, nous, on a eu de temps en temps l'expérience de ça. C'est vrai que c'était amusant. Il y a une sorte de règle
non écrite sur les réseaux sociaux qui consiste à dire, une fois que vous atteignez un certain palier, vous savez, d'abonnés ou de fans sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, ça se fait de remercier. Donc on avait atteint 100 000 abonnés, si je me souviens bien, sur YouTube, et on avait décidé, pour remercier la communauté, de faire une grande soirée en live, un live sur YouTube, où on remerciait les abonnés de la chaîne un par un. C'est-à-dire que concrètement, il y avait une sorte de plan fixe, et au premier plan, il y avait quelqu'un qui lisait la liste des abonnés de la chaîne, et ça a duré 10 heures comme ça. Donc, concrètement, il y a quelqu'un qui dit merci à Zozo66, merci à machin, etc. 10 heures d'affilée comme ça en plan fixe. Et même nous, en fait, on s'est laissé assez vite du contenu. Et le lendemain matin, on a voulu le mettre en ligne. On n'a pas réussi à uploader l'intégralité des 10 heures, on a pu mettre uniquement que 9 heures d'affilée. Et on se dit que c'était pas très grave, et on a commencé à recevoir des messages d'insultes de la communauté en nous disant c'est pas normal, pourquoi est-ce qu'on va pas à la 10e heure? Et on a répondu parce que ça n'a aucun intérêt. Et les gens se sont mis à insister de plus en plus, et on s'est dit effectivement s'ils nous parlent, on leur répond. Donc on a dit on a un problème technique, et ils se disent bah, vous avez trouvé une solution. On a essayé de trouver une solution, puis on a re-uploadé finalement à la 10e heure qui avait effectivement strictement aucun intérêt. Et les gens disent ah bon merci, parce que d'une certaine manière, c'est le principe, le contenu ne vous appartient pas ou plus au bout d'un certain moment. Et si vous arrivez à créer ce genre d'interaction, alors nous c'est assez marginal, hein, mais quand on pense à des marques plus puissantes, ceux qui arrivent à s'approprier ces discussions avec leur communauté bénéficient naturellement d'une audience qui est incrémentale. Et c'est mon dernier point, je vais conclure là-dessus en fait. Ce qui fait le succès d'une vidéo, d'un contenu sur le web en général, et c'est un peu une tautologie, mais c'est le fait qu'elle se partage. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce que je pense que moi, j'aimerais bien à chaque fois faire en sorte que tous nos contenus se partagent et se viralisent, mais on s'est demandé ce qui faisait que les gens partageaient un contenu. Et une des règles qu'on en a tirées, et là aussi c'est pas une révélation, c'est de se dire les gens partagent ce en quoi ils se reconnaissent. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, le fait de poster un contenu sur Twitter, sur votre wall, sur le réseau social que vous utilisez en général, nous on considère qu'en fait c'est une sorte d'élément de définition de sa personnalité. C'est une manière de dire voilà comment je vois les choses, voilà comment je vois le monde, voilà ce qui me fait rire, voilà ce qui m'émeut. Donc si on arrive à toucher cette corde sensible-là, où les gens se disent ah bah oui c'est exactement comme ça que je vois les choses, voilà ce qui me fait rire, être capable d'être les premiers par exemple à faire une blague sur quelque chose, alors c'est pas forcément la meilleure blague du monde, mais c'est le fait d'avoir réussi à mettre des mots, le premier fait que les gens tout d'un coup s'approprient ça et disent ah bah oui c'est exactement ça que je ressentais et je commence à le partager. Dans la publicité, par exemple, ça se traduit, vous savez, dans ce qu'on appelle le well observed ou le bien vu. C'est des contenus comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo américaine qui s'appelait Shit Girls Say. C'était les petits trucs que disent les filles, ça a été traduit en France par ce que disent les Parisiens. Bref, par exemple, le programme de Canal était très dans cet esprit-là, où toutes ces petites choses qu'on a bien senties et bien vues. C'est ça qui fait que souvent les choses se partagent. Donc nous, on s'est dit, voilà, si on arrive à trouver à chaque fois dans nos contenus une raison pour laquelle les gens pourraient le partager, que ce soit parce que ça fait un écho très fort à une thématique puissante de pop culture. Souvent, sans caricaturer, si vous touchez une corde sensible sur la population geek, il y a un ressort qui est plus fort. Toutes les thématiques sexuelles aussi, en général, marchent assez bien. Et puis surtout, ce côté bien vu, bien senti, ça peut démultiplier votre audience naturelle, ce qui a l'avantage, du coup, d'accroître l'audience de vos contenus. Voilà, je vais conclure rapidement, parce que je pense qu'on arrive au bout de... Et lancer la vidéo. Bon, c'est pas des grandes règles inscrites dans le marbre, mais voilà les petites observations qu'on s'est faites et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et puis maintenant, on va regarder une vidéo. Movies versus life in the movies. Ok, je rentre dans le système et bingo. In real life. Qu'est-ce que tu fous là? Sarah, t'es marrant toi, Sarah. La base destination aujourd'hui a été... Movies. Rob, hey, ça va. Tu te souviens quand tu m'apprenais à tirer à l'arc quand on était petit? T'étais trop mauvais. Life. Tu te souviens quand on était petit et qu'on jouait à l'arc tous les deux? Mais ta gueule! Casse-toi! Va chercher du monde! Oh Movies. Game on. Life. Bah non, tu sais pas coudre, connard. Movies. Attendez. Zoomez dans ses lunettes. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Life.
Zoomer sur ses lunettes? Qu'est-ce que c'est? C'était un pixel noir, monsieur. C'est parce que j'ai une résolution de merde, en fait, alors... Du coup, on voit rien. Movies. Life. Movies. Passez-moi votre pelle à cheveux. C'est bon. Life. On est à l'intérieur, on est trois. Movies. Life. Movies. Partez sans moi. Je vais vous ralentir. Life. Oh, faites quoi là? Me laissez pas là? Mais portez-moi, je peux peut-être marcher. Non. Movies. And life. Suricat. Voilà, bah, c'est une pub à la base. Merci beaucoup, de bon cocktail.